Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. 19h18 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. C'est Europe 1 Soir Week-end. Et je reçois ce soir Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur de ce livre que j'ai entre les mains, La Citadelle, aux éditions Albin Michel. Vous êtes aussi président du laboratoire de la République. Bonsoir Jean-Michel Blanquer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, je voulais évidemment vous faire réagir à l'actualité. On vient d'en parler dans le journal. Il y a un lycéen qui vient d'être mis en examen pour apologie du terrorisme et menace de mort sur une professeure. Il est en garde à vue, ce lycéen. Un drapeau de Daesh a été retrouvé chez lui, 2 couteaux, menace de mort sur Telegram. C'est un fait terrible. Ce lycéen a été arrêté. Comment réagissez-vous ? Vous avez déjà été confronté, alors pas évidemment à ce fait tel quel, mais déjà à des faits similaires lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous êtes surpris ? Malheureusement non, puisque nous savons bien que dans d'autres mondes tels qu'il est, il y a soit des individus, soit des groupes qui menacent finalement très facilement et surtout ont une chambre d'écho beaucoup plus forte que ce qui pouvait exister dans le passé. Donc entre, d'une part, le développement de ce que certains auteurs ont pu appeler le djihadisme d'atmosphère, d'une part, et d'autre part, l'effet de levier que peuvent avoir les réseaux sociaux, on a une capacité à menacer qui est beaucoup plus forte aujourd'hui que par le passé. Donc malheureusement, ce genre de fait n'est pas vraiment surprenant. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'avoir la réactivité nécessaire et de montrer beaucoup d'autorité de façon à être le plus dissuasif possible, et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, ce système de veille est toujours aussi important ? On avait un peu le sentiment, et peut-être que les auditeurs d'Europe 1 se disent la même chose, on entendait moins parler de Daesh, moins effectivement de terrorisme à l'école. On en a beaucoup parlé, notamment lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours sous surveillance ? Et de quelle façon ? Oui, bien sûr, c'est toujours sous surveillance. Et d'ailleurs, il faut se méfier parce qu'il y a un aspect effectivement cyclique dans les apparences. Mais en réalité, il y a des grandes tendances lourdes et il faut justement être très vigilant dans ces moments-là. Si vous vous souvenez, le 11 septembre 2001, la veille, enfin dans les temps qui précédaient le 11 septembre 2001, il y avait là aussi beaucoup d'insouciance par rapport au sujet. Donc il faut garder une très grande vigilance. C'est pourquoi il y a un système permanent de veille entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, de façon à repérer aussi bien les choses de basse intensité que de haute intensité, avec un système de signalement quotidien. Et bien entendu, il faut absolument pas baisser les bras, parce que tout peut ressurgir à n'importe quel moment. Les professeurs se sentent parfois en danger, ont du mal à exercer leur métier. Cette professeure, évidemment, a été prise en charge. C'est difficile aujourd'hui pour les professeurs de pouvoir parler de tous les sujets. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile pour les professeurs ? Est-ce que vous aviez déjà ces remontées d'informations ? C'est très ancien, évidemment. Même dès que je suis arrivé, d'ailleurs, j'ai pointé ce problème en 2017. C'est pour ça qu'on a pris une batterie de mesures comme la création du Conseil des sages de la laïcité, des équipes dans les rectorats pour venir en appui des professeurs, de façon à intervenir chaque fois qu'un professeur pouvait se sentir seul par rapport à ce phénomène, des formations aussi pour l'ensemble de l'éducation nationale sur ces sujets. Je pense qu'on a montré qu'il y avait une autorité à exercer en la matière. Bien entendu, on n'a pas tout résolu et le sujet ne se pose pas dans les mêmes termes partout dans tous les établissements. Il faut ni minimiser ni exagérer d'ailleurs ces phénomènes. Il faut en prendre la juste mesure et qu'aucun professeur ne se sente seul lorsque cela arrive. D'où l'importance du travail d'équipe. Vous savez, quand tous les adultes sont solidaires dans un établissement et que par ailleurs ils sentent l'appui de l'institution, généralement on arrive à bout de ces problèmes. Et donc c'est évidemment ce que l'éducation nationale doit continuer à faire. Je voudrais juste qu'on parle du problème d'autorité des professeurs. C'est quelque chose de générique. C'est-à-dire que les professeurs aujourd'hui ont le sentiment de ne plus être respectés par les élèves. Le métier qui était autrefois admiré, respecté, on a vraiment le sentiment aujourd'hui, et les professeurs ont parfois le sentiment aujourd'hui de ne plus l'être. Ils ont du mal à imposer l'autorité. Vous l'expliquez comment ? Ça remonte à loin, malheureusement, et c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans la société en matière de respect en général des uns envers les autres.
Évidemment, l'éducation nationale est toujours le réceptacle un petit peu accentuateur de ce type de phénomène. Donc, d'où l'importance pour l'école, à son tour, de réenclencher un cercle vertueux de l'autorité et du respect. C'est évidemment ce que l'on a établi. Je pense que les parents d'élèves jouent un rôle essentiel en la matière, c'est-à-dire il ne faut pas donner systématiquement raison à ses enfants face aux professeurs. Il faut montrer une forme là aussi de solidarité collective. Une des causes de tout cela, c'est quand même notre individualisme contemporain, notre consumérisme contemporain vis-à-vis de l'école. Et donc, on doit renverser cela. Vous savez, quand en 2019, on a adopté la loi pour l'école de la confiance, le premier article de cette loi, il est sur le respect qui est dû aux professeurs, non seulement par les élèves, mais même par les parents d'élèves, et de façon générale par la société. Mais c'est pas une forme de constat d'échec, aujourd'hui, de se rendre compte que ça a vraiment du mal à se mettre en place, Jean-Michel Blanquer? Vous savez, c'est un phénomène mondial, et notamment dans les pays occidentaux, ça nous renvoie à la fois à la revalorisation du rôle de professeur dans la société, la façon dont nous en parlons, la façon dont nous les rémunérons, la façon dont nous les installons au centre de la société. Nous avons vu pendant la crise sanitaire à quel point ils étaient essentiels et que aucun ordinateur, aucune intelligence artificielle ne les remplacera jamais. On a besoin de cet être humain au centre de l'institution scolaire, mais aussi de la société. Nous avons pris une série de mesures pour qu'il en soit ainsi, mais c'est à la fois une tendance de long terme, je pense en particulier à la revalorisation des salaires, mais aussi quelque chose qui relève pas seulement de décisions ministérielles, mais d'une prise de conscience de la société. C'est pour ça que c'est important d'en parler comme nous le faisons là, c'est-à-dire que c'est toute la société qui doit être dans cette logique de respect. Et c'est la fonction professorale doit être vue comme centrale dans notre société. J'ai toujours tenu ce langage-là et eu des actes en cette matière. Justement, peut-être pour le respect, pour le bon fonctionnement de l'école, juste un mot sur les tests qui sont faits en ce moment sur l'uniforme à l'école. Vous y êtes favorable ou pas, Jean-Michel Blanquer? Oui, j'ai toujours dit que j'étais favorable à cela, et d'ailleurs on avait commencé là aussi quelques premières expérimentations, donc c'est très bien d'être dans une deuxième vague. J'ai une expérience intéressante en la matière, c'est que lorsqu'on avait créé l'internat d'excellence de Sourdin en 2009-2010, l'année suivante, au conseil d'administration de cet établissement, on a adopté l'uniforme, et depuis, au début, c'était un petit peu difficile avec les élèves, sinon les professeurs et les parents d'élèves étaient d'accord, et c'était, disons, la moitié des élèves qui étaient d'accord, et puis maintenant, ils sont tous très fiers d'avoir d'ailleurs un très bel uniforme qu'ils portent souvent à l'extérieur en signe de fierté, et donc j'invite chacun à garder l'expérience de Sourdin comme étant un bon modèle de réussite de cela. C'est important de le faire dans une sorte d'assentiment et de bonne humeur générale autour de ça, et je pense que ça peut produire des fruits. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur de La Citadelle, restez avec nous, on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, vous racontez des choses passionnantes, notamment sur ce que vous avez vécu, vu, vous, de l'intérieur en tant que ministre de l'Éducation nationale, vos rapports avec Emmanuel Macron notamment. On parlera aussi de ce que vous faites aujourd'hui, et peut-être de là où vous voulez aller, vous nous en direz plus dans un tout petit instant. Il est 19h26 sur Europe 1. Merci beaucoup Maëlle Hassani, 19h32 sur Europe 1. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur de La Citadelle aux éditions Albin Michel, est mon invité. Jean-Michel Blanquer, merci d'être là et d'être resté avec nous au studio. Je voudrais juste peut-être avoir un commentaire sur ce que veut Emmanuel Macron. Il vient d'annoncer dans les colonnes d'Aujourd'hui en France Le Parisien qu'il veut une grande fête du sport le 14 septembre, à l'image de la fête de la musique le 21 juin, avec tous les lycéens, avec tous les sportifs. Vous en pensez quoi? Sur le fond, je pense que c'est une bonne idée. On faisait d'ailleurs quelque chose qui ressemblait un petit peu à cela. Vous savez, j'étais ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de la jeunesse et des sports. Et le but, en ayant l'ensemble de ces fonctions, c'était justement de joindre éducation nationale et sport. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'objectif que nous partagions avec Tony Estanguet et Roxana Maracineanu, et que j'ai affiché très souvent, parfois même en m'impliquant moi-même, c'était 30 minutes d'activité physique par jour pour tous les enfants, notamment à l'école primaire, mais même ensuite. C'est d'ailleurs un slogan qui vaut pour toute la population, c'est un enjeu de santé publique énorme, et j'en profite pour le dire. Donc c'est important de parler du sport, mais c'est surtout important d'en faire, et surtout de pratiquer des activités physiques, et qu'il y ait une journée par an, un peu comme pour la musique, qui est d'ailleurs un sujet non moins important sur lequel j'ai beaucoup insisté. Je trouve que ça peut être bien, il faut voir ce que l'on met derrière, mais en tout cas, si c'est l'occasion de passer des messages, d'avoir des effets d'entraînement, le fait que ça se passe en début d'année scolaire est une bonne chose.
parce qu'il s'agit justement d'entraîner tout le monde dans ces pratiques physiques qui n'ont que des vertus. Alors on va revenir à votre livre, La Citadelle, que j'ai entre les mains, un livre au vitriol sur le pouvoir, celui d'Emmanuel Macron à l'Élysée, mais pas seulement. Vous racontez les coulisses de vos 5 années passées rue de Grenelle comme ministre de l'Éducation nationale. Avant de vous entendre, Jean-Michel Blanquer, je voudrais qu'on réécoute vos mots. Nous sommes au soir de la victoire d'Emmanuel Macron. Second mandat, vous aviez beaucoup d'espoir à cette époque-là. Écoutez. On peut espérer une France plus apaisée dans les 5 ans qui viennent, une France où il y a moins de radicalité, où la politique change les choses concrètement dans la vie des gens. Ça a été le cas sur certains sujets au cours des 5 dernières années qui viennent de passer, par exemple dans le domaine de l'éducation. Mais il faut, je l'espère, dans un contexte moins difficile, réussir à avancer sur les sujets qui comptent pour les Français. Est-ce que vous avez avancé sur les sujets qui comptent pour les Français? C'était en 2022. Alors, depuis 2022, oui. Comme ça ne vous a pas échappé que je n'ai pas eu de responsabilité publique. Donc, mais par contre, oui, dans votre camp, oui, bien sûr. Je considère évidemment que le deuxième quinquennat a malheureusement eu dès le début un mauvais démarrage et que cela contraste avec des choses du premier quinquennat qui n'étaient pas parfaits, mais qui a quand même eu un certain nombre d'acquis. Donc, vous avez utilisé le mot vitriol tout à l'heure. C'est pas tout à fait celui que j'utiliserai parce que justement, au travers du livre qui a une logique plutôt chronologique, j'essaye de montrer justement. Non, mais vous êtes sans langue de bois, Jean-Michel Blanquer. Oui, vous êtes sans langue de bois. Tout à fait. Vous voyez, donc c'est quand même bon. Mais quand on est sans langue de bois, ça peut être parfois un peu dur, piquant. Emmanuel Macron, vous décrivez Emmanuel Macron comme quelqu'un qui est capable de réussir quelque chose d'exceptionnel et de casser son jouet juste après. Par exemple, Emmanuel Macron. Vous étiez dans ces petits papiers, puis tout d'un coup, il se retourne parce que vous ne lui obéissez pas. Il vous demande d'aller sur le terrain à l'occasion d'une élection. Vous dites non et finalement, vous le payez très cher. Vous racontez ça. Oui. C'est sans langue de bois, Jean-Michel Blanquer. Oui, c'est sans langue de bois, tout à fait, mais c'est pas au vitriol. J'espère être objectif, équanime en quelque sorte. Je raconte ce que j'ai vu vraiment, je crois, de manière tout à fait authentique. Et c'est pour ça d'ailleurs on peut sentir un effet de dégradation avec le temps qui passe. Et alors c'est consubstantiel à tout pouvoir. Hein. Je crois que le pouvoir use et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs moi-même, probablement je n'ai pas échappé à ce phénomène. Simplement, il me semble qu'au début, il y avait avec 2017 une promesse d'ouverture, de dépassement des clivages par le haut, qui était magnifique. Et j'ai adhéré à ça. Et nous avons accompli des choses avec cela. Et à mes yeux, l'éducation nationale, c'est le sujet qui se prête le plus à ce dépassement des clivages, parce que c'est pas un sujet de gauche ou un sujet de droite, c'est vraiment un sujet qui suppose de prendre des valeurs qu'on a l'habitude de mettre et à gauche et à droite. Par exemple, on a tous besoin d'être et exigeants et bienveillants vis-à-vis des enfants. Ce en même temps donc a bien fonctionné à mes yeux, nous a permis un certain nombre d'accomplissements. Je pense à tout ce qu'on a fait pour l'école primaire et qui nous a permis d'avoir un début d'amélioration du niveau. C'est une chose qui n'est jamais dit dans le débat public. Et puis vers la fin du quinquennat, et je pense que la crise sanitaire a joué un rôle assez fort pour cela, notamment parce qu'elle a justifié une concentration du pouvoir qui était légitime sur le moment, mais qui a perduré au-delà de la crise sanitaire. Eh bien, cette évolution a conduit à des choses ensuite assez décevantes, et le deuxième quinquennat, d'une certaine façon, n'a jamais vraiment démarré. Donc il y a une certaine déception, peut-être une frustration, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui ? Oui, alors déjà dans mon domaine, qui est celui de l'éducation, si vous voulez, nous avions une stratégie sur 10 ans, cette stratégie de transformation de l'éducation nationale, puisque il faut se situer dans la logique de long terme, et nous avions fait largement la moitié du chemin en 2022. Si j'ai vraiment eu quelque chose à déplorer en 2021-2022, et a fortiori après, ça a été la façon dont finalement le président a finalement accepté les arguments des adversaires et n'a plus défendu le bilan. Et pourtant, et je le montre dans le livre, il y a aussi des annexes chiffrées pour le montrer, il y avait de belles choses à dire. Évidemment, sans parler de ce qui s'était passé pendant la crise sanitaire, où nous avons réussi finalement à ne fermer que 12 semaines pendant la crise, là où nos pays, nos voisins ont fait 38 semaines en Allemagne, ou aux États-Unis, la moitié des élèves ne sont pas allés à l'école pendant un an. Tout ça, c'était à valoriser. Le dédoublement des classes en grande section, CP, CE1, tout le monde en parlait pendant les 3 premières années du premier quinquennat. On a continué cette mesure qui commence à donner des fruits. C'est 400 000 enfants qui sont concernés chaque année, encore au moment où nous parlons. Ça a énormément d'importance. Par exemple, la France n'est plus aujourd'hui
le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, alors qu'elle l'était il y a quelques années. Ces choses-là ne sont jamais dites. Donc il y a eu ce que j'appelle une sorte d'amnésie masochiste, c'est-à-dire le fait de ne plus porter le drapeau de ce qui avait été fait, et ce faisant, d'obérer la possibilité de progresser à l'occasion du deuxième quinquennat. Et c'est ce processus un peu étonnant que je décris. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, Sophie Vénétité, vous en souvenez, secrétaire générale du SNEF-FSU. C'était une de vos adversaires, mais je crois qu'elle vous apprécie. On l'a eu tout à l'heure au téléphone, elle avait une question pour vous. Avec le recul, est-ce que vous avez pris conscience du fossé qui s'est creusé entre vous et une très grande majorité des personnels de l'éducation nationale, de par une pratique très verticale du pouvoir, mais aussi du fait de réformes qui étaient très contestées, mais aussi très déconnectées. Ça a suscité beaucoup de contestations, mais aussi beaucoup d'amertume. Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous en avez pris conscience ? Alors Jean-Michel Blanquer... J'ai l'impression, au contraire, d'une sorte de retour vers le futur en entendant cela. J'ai beaucoup de respect pour Madame Vénétité, qui est une femme très intelligente, mais il y a quelque chose de performatif dans ce qu'elle dit, si vous voulez. C'est-à-dire, je n'étais pas là depuis quelques jours en 2017, qu'elle n'était pas en responsabilité syndicale à ce moment-là, mais que ses prédécesseurs et autres n'ont cessé de dire ce que vous venez d'entendre. Et cette espèce de mantra répété quotidiennement, le ministre est autoritaire, le ministre veut casser le service public, etc., a servi en quelque sorte de doxa. Alors je ne dis pas qu'un certain nombre de professeurs ont pensé cela, mais c'est certainement pas la totalité des professeurs. Et vous savez, en 2017, ce qui était étonnant, quand j'ai commencé à dire quelles étaient les lignes directrices et qu'elles ont suscité une certaine adhésion générale, on disait, bon, c'est bien, il a une popularité de ce qu'il dit, mais est-ce qu'il va tenir 5 ans ? Est-ce qu'il va accepter d'être impopulaire ? Est-ce qu'il va accepter d'aller à l'encontre, parfois, des organisations syndicales pour faire avancer les choses ? J'ai fait tout ça, alors qu'on en doutait beaucoup. Mais 5 ans plus tard, il y avait moins de monde pour comprendre que, justement, ce que j'ai fait, c'est tenir la barre, la tenir contre vents et marées, ce qui n'était pas facile. J'ai eu parfois de l'impopularité chez les professeurs, bien sûr, pas chez tous, loin s'en faut. Je peux vous dire que il doit y en avoir qui nous écoutent là. Si vous êtes professeur de CP avec 12 élèves plutôt que 24 dans un territoire difficile, si vous êtes en collège et que vous voyez les bienfaits de devoirs faits, si vous êtes professeur de lycée, par exemple, même en histoire-géographie, où il y a un certain nombre qui sont syndiqués, mais qui savent très bien que quand on a créé histoire-géographie, sciences politiques, géopolitique comme matière, on a donner un renouveau à la matière. Quand on a rendu l'histoire chronologique dans le tronc commun du lycée, on a fait des choses positives. Donc, quand vous parlez à chaque professeur individuellement, vous arrivez en général à faire sortir des choses qui peuvent être positives. Mais évidemment, est-ce que vous avez mis en place, Jean-Michel Blanquer porte peut-être ses fruits aujourd'hui ? C'est-à-dire que ça met du temps, bien effectivement, sûr. pour agir. Bien sûr, et si vous êtes professeur en 6e et que vous commencez à avoir certains élèves avec des savoirs fondamentaux un peu plus ancrés qu'auparavant, c'est encore léger, c'est encore loin, on est encore loin de l'idéal, mais vous sentez qu'il y a une pente de progrès parce qu'on a réinsisté sur la lecture, l'écriture, le calcul, que les professeurs des écoles primaires, par exemple, il y en a qui nous écoutent, pour la plupart d'entre eux, ont eu des formations très pertinentes sur l'enseignement du français, des mathématiques. C'est des choses très concrètes qui font pas le journal de 20 heures, mais qui ont creusé un début de sillon de rebond de l'école en France. Évidemment, j'ai fait ça avec plutôt le genre de phrase que l'on vient d'entendre avant face à moi. Jean-Michel Blanquer, restez encore avec nous, ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur de cet ouvrage intitulé La Citadelle. On va parler un petit peu politique, évidemment, dans un tout petit instant avec ce gouvernement à venir, gouvernement de Michel Barnier. Il est 19h43 sur Europe 1. Tiens, découvrez le nouveau podcast d'Europe 1 au cœur de l'actu à travers des archives sonores exceptionnelles d'Europe 1. Revivez des événements qui ont marqué l'actualité. Et à l'occasion de cette rentrée au cœur de l'actu, vous propose une série de 5 épisodes sur les grands changements de l'école. Tiens, justement, depuis 1924. Au cœur de l'actu, un podcast à écouter dès maintenant sur europe1.fr et l'application Europe 1. Tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h-21h. Sur Europe 1. Il est 19h49. Jean-Michel Blanquer est mon invité dans ce studio d'Europe 1. Jean-Michel Blanquer, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'actualité, on a parlé de votre livre, La Citadelle. On est obligé de parler politique. Michel Barnier va former un nouveau gouvernement. Il a dit que la semaine prochaine, ce gouvernement serait bouclé. C'est vrai qu'il y a urgence parce que bientôt on va devoir parler budget.
Vous êtes Michel Barnier compatible. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Jean-Michel Blanquer? J'espère que tout le monde est Michel Barnier compatible. C'est le chef du gouvernement de la France. Donc, mais en tant que comme politique que vous êtes, si Michel Barnier vous appelle et vous propose un ministère, par exemple, il vous appelle et vous dit je vous propose le ministère de l'Intérieur, est-ce que vous acceptez, Jean-Michel Blanquer? Non, je suis pas du tout candidat à un poste. En revanche, il a. J'ai pas dit que vous étiez candidat. Je vous ai dit, est-ce que vous acceptez? Non, mais je suis pas du tout dans cet état d'esprit aujourd'hui. Par contre, il a mon soutien. Je pense qu'il faut d'ailleurs qu'il ait un soutien très large parce que c'est l'intérêt de la France. Bien sûr, il faudra juger sur pièce, mais le scénario le meilleur à mes yeux pour la France, c'est même pas pour Michel Barnier que je dis ça, c'est pour la France, c'est qu'il réussisse à avoir un assentiment populaire très fort dans les jours qui viennent, parce qu'il aura réussi à composer un gouvernement convaincant et parce qu'il saura identifier les 3 ou 4 grandes priorités auxquelles on doit s'atteler, et que cet assentiment populaire permettra de dépasser les blocages qui peuvent exister à l'Assemblée nationale, parce que ça deviendra plus difficile pour certains partis d'entraver telle ou telle mesure. Alors, ce que je viens de dire, c'est une hypothèse très optimiste et volontariste, mais en tout cas, j'aurais dit la même chose pour d'autres personnalités qui auraient été nommées Premier ministre, parce que il en va de l'intérêt général, tout simplement. Donc, c'est ça mon état d'esprit. Et je veux surtout pas rentrer dans une course à je ne sais quoi. Donc ce sera non si on vous propose un nouveau poste de ministre. Vous avez assez donné. Je suis très clair. Ouais. Non, c'est pas non plus que j'ai assez donné. Je suis très clair sur ma relation avec la politique. C'est une relation à l'antique ou à l'ancienne, comme vous voudrez, c'est-à-dire comme c'était le cas sous la Grèce antique ou sous la Rome antique. Il faut avoir un métier dans la vie, j'en ai un. Il faut savoir accepter des responsabilités publiques. Ça peut être d'être maire d'une commune, ça peut être d'accomplir une mission, ça peut être d'être ministre. Il faut savoir revenir à la vie civile parce qu'on se ressource, et ça c'est important à mes yeux, c'est ce que je fais en ce moment. Et puis pourquoi pas un jour revenir, mais en tout cas ce serait prématuré dans mon cas et c'est pas mon intention. Ça me donne d'autant plus de liberté pour dire ce que je pense et essayer de contribuer à ma façon, à ma place, à ma modeste place, à l'intérêt général. Jean-Michel Blanquer, j'ai une surprise. J'ai la chance de présenter une émission sur C8 avec un homme que vous connaissez qui s'appelle Yann Moix, que j'ai demandé. Yann Moix, je ne sais pas s'il nous entend, en direct sur Europe 1. Bonsoir Yann, on s'est vu tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi j'ai demandé à Yann Moix d'intervenir? Parce que cette semaine, il y a quelques jours, je ne sais plus à quelle occasion, Yann, vous me le rappellerez peut-être, vous avez dit sur l'antenne, Jean-Michel Blanquer, c'est le meilleur ministre de l'Éducation nationale que j'ai connu. Est-ce que Yann Moix, vous auriez une question à poser à Jean-Michel Blanquer? Il m'a toujours été très sympathique. Bah oui, je veux bien croire dans ces conditions. J'ai zéro question à lui poser. Vous m'aviez demandé, Pascal, d'apporter une sorte de témoignage sur ce que je pensais de Jean-Michel Blanquer, donc je vais le faire rapidement. Je précise aux auditeurs que je ne connais pas personnellement Jean-Michel Blanquer, donc il n'y a pas du tout là de choses qui paraissent un peu d'entre-soi, ni quoi que ce soit. Non, je pense que Jean-Michel Blanquer avait une grande qualité, c'est qu'il avait quelques idées, pas des milliers, quelques idées, mais il avait des idées claires. Mitterrand disait, pour gouverner, il faut avoir 3 idées. Je pense que Jean-Michel Blanquer en avait un peu plus que 3, mais elles avaient le mérite d'être claires. Et il avait le mérite d'œuvrer en vertu d'éléments du passé qui nous sont chers, comme par exemple la laïcité et l'autorité et la discipline. Et en même temps, il avait un regard intelligent vers l'avenir, puisque il était intéressé par l'œuvre notamment les travaux de Stanislas Dehaene, donc il était connecté à l'avenir par le biais de neuroscientifiques qui réfléchissaient à la cognition des enfants, etc. Donc Jean-Michel Blanquer était à la fois vieux jeu, mais dans le bon sens du terme, et extrêmement moderne. Et donc il avait un regard braqué vers l'avenir, et je pense que c'était vraiment quelqu'un d'honnête, un honnête homme au sens 19e siècle du terme, et qui avait une forme de charisme et d'autorité qui aurait pu faire de lui un excellent Premier ministre, un excellent homme d'État, et peut-être aussi quelqu'un qui aurait été très bon à l'intérieur. Bref, vous voyez, moi j'ai demandé des hommes politiques, mais là, j'ai demandé à Jean-Michel Blanquer si on lui proposait le poste de ministre de l'Intérieur, il m'a dit non.
Vous avez dit non, Jean-Michel Oui, mais Blanquer. Jean-Michel Yann Moix Blanquer n'est partage pas mon vieux. sentiment. Sauf si Yann Moix est président. Sauf si Yann Moix est président. Mais pas pour l'instant. C'est Oui. pas un vieillard, Jean-Michel Blanquer. Il va revenir. Il va Oui. revenir. Bon, il va revenir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment, Yann Moix, d'avoir témoigné. Vous allez revenir. Vous voyez ce que dit Yann Moix. Alors, peut-être pas cette fois-ci, mais une prochaine fois. En tout cas, vous ne fermez pas la porte, Jean-Michel Blanquer. Je rougis un peu en l'entendant et je le remercie de une sorte de synthèse. Ça me fait évidemment plaisir forcément d'entendre, non pas par sensibilité à des choses très positives, mais c'est surtout parce que il a réussi. Finalement, ça montre que des choses ont été perçues. Le fait qu'il sache le dire de cette façon-là, ça montre que ce en même temps-là, justement, c'est-à-dire des racines et des ailes, d'une certaine façon, a été perçu. C'est en effet ce que j'ai cherché à faire. Et ce que j'aimerais dire pour nos auditeurs, c'est que tout ça n'a pas été vain. C'est pour ça que dans le livre, j'essaye d'expliciter, parce que trop souvent, on entend des choses un peu négatives toute la journée. En réalité, des choses en profondeur ont été faites et les premiers bourgeons se voient, et donc c'est important de le savoir. Nathan Dever, Jean-Michel Blanquer, a une question à vous poser. Oui, moi je voulais vous poser une question sur votre livre, ou en tout cas à partir de votre livre. Votre livre s'éclaire dès le titre et dès les premières pages du livre. Vous l'avez écrit sous l'égide du plus beau livre de Saint-Exupéry, qui est précisément Citadelle, et vous expliquez très très bien comment vous déployez cette métaphore, à savoir que nous sommes dans une situation, selon vous, où les démocraties libérales, occidentales, disons, sont de plus en plus menacées par des blocs impérialistes qui remettent en cause leur monopole. Ensuite, vous expliquez que l'action politique telle que vous l'avez déployée peut essayer d'enrayer un peu cette fatalité. Mais est-ce que vous pensez que d'ici un siècle ou deux, cette fatalité s'imposera, quelle qu'ait pu être la volonté politique de gens comme vous qui essayaient d'empêcher ce mécanisme? La question a fait 5 heures, si vous pouviez répondre à ça. Non, là aussi, si vous pouvez répondre court. C'est agréable de voir que ce point-là a été perçu aussi. C'est une des thèses qui court implicitement et parfois explicitement dans le livre, et qui est que, en gros, pour résumer, il y a des tendances lourdes historiques, et à mes yeux, à partir du 11 septembre 2001, il y a quelque chose de très lourd qui a commencé et qui crée une espèce de doute sur nous-mêmes au sein des démocraties. Et ça, quand il y a un grand vent de l'histoire, il faut savoir le regarder en face. Mais en même temps, évidemment, qu'on ne doit pas être fataliste par rapport à ça et on doit agir. Et je pense qu'on peut renverser la vapeur. Et c'est pour ça qu'aussi mon livre accorde tellement d'importance, j'allais dire, aux êtres humains, aux personnalités, à la psychologie humaine. Donc il y a comme deux choses qui travaillent face à face. Il y a le grand courant historique et l'époque à laquelle nous appartenons, mais il y a aussi l'action des individus. Et les individus, c'est pas seulement les chefs d'État et les gouvernants, c'est nous tous. Comment nous savons prendre la mesure de la situation et avoir des stratégies face à ça. Et évidemment, l'éducation est le premier des leviers pour faire face à ça. C'est-à-dire donner à nos enfants un ancrage, mais aussi des espoirs. Prenons le cas de l'écologie, par exemple. On peut en parler de manière... Alors Jean-Michel Blanquer, on va être un peu limité dans le temps. C'est passionnant. Non, mais voilà, Nathan Devers, vous avez 4 heures. Voilà, on aurait pu faire la prochaine fois, je vous jure, Jean-Michel Blanquer. On y reviendra. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu dans le studio d'Europe 1, dans Europe 1 Soir Week-end. Merci beaucoup. Il est 19h57. Merci à vous.